quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cet épisode est le dernier de la deuxième saison de Calisti. Étant donné que seuls 60% d'entre vous iront jusqu'à la fin de l'épisode, je préfère vous laisser ce petit message au début pour les 40% qui s'arrêteront à mi-chemin. Alors, j'ai déjà dit ici et là dans mes échanges avec mes invités, mais Calisti en 2 ans est devenue la référence francophone du podcast sur la qualité logicielle et ça, c'est vraiment une fierté. Alors, je tenais à vous remercier pour vos écoutes, vos commentaires, vos republications et vos messages qui sont un vrai boost pour continuer l'animation de ce podcast. Vous êtes près de 600 personnes abonnées au podcast et plus de 6000 à me suivre sur les réseaux sociaux où je parle de qualité logicielle. J'en suis quand même très fière, sachant que la thématique du podcast est un sujet de niche et sachant que j'ai pas été hyper régulière dans mes publications cette année. Pour 2025, je pense reprendre les épisodes solo si l'inspiration y est et bien sûr, continuer à vous proposer des invités de qualité sans mauvais jeu de mots. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour parler des impacts concrets de l'IA sur nos métiers. Bonjour Julien, comment vas-tu? Salut Nankeda, ça va et toi? Ben écoute, très bien, très bien. Je trouve que tu prononces très bien le Nankeda, ça fait plaisir à mes oreilles. Eh bien voilà. On a eu un sujet là-dessus avec un invité, l'invité que j'ai eu juste avant toi. On a passé un petit peu de temps pour expliquer comment prononcer Nankeda. Enfin bref, voilà. Donc, merci en tout cas de ta bonne prononciation. Laisse-moi deviner. En général, c'est le Eida qui arrive. Exactement, c'est ça. Alors Julien, tu es business analyst depuis quelques années, après une expérience en chefferie de projet et un master en management stratégique et en conduite du changement. T'es contacté pourquoi? Parce qu'on est dans la même entreprise et j'étais à la recherche justement d'un business analyst pour nous parler de tout ça. Donc on a échangé là-dessus et tu as accepté. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et indiquer comment tu es devenu BA? Bien sûr. Alors d'abord, merci à toi pour l'interview, ça fait plaisir. Et concernant mon parcours, je vais essayer de pas trop remonter dans le temps. Je dirais qu'il s'inscrit principalement dans la gestion de projet. Donc comme tu le disais, j'ai obtenu un master en management stratégique et conduite du changement à l'IAE de Paris-Saclay, ce qui m'a déjà donné une solide base, je dirais, pour comprendre les enjeux organisationnels d'une manière générale et accompagner les équipes dans l'atteinte de leurs objectifs. Parallèlement, et après ça, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs, notamment le secteur pharmaceutique, foncier et commercial, mais toujours dans la gestion de projet. Et ce que j'ai retenu finalement, c'est que dans chacun de ces domaines, et je dirais même que sur chacun des projets sur lesquels je me suis investi, j'ai rapidement constaté que leur réussite reposait principalement sur la capacité à bien analyser les besoins des parties prenantes, et à aligner les objectifs, peu importe d'où ils viennent, avec les solutions qui vont être proposées. Voilà. Et donc c'est ce rôle, je dirais, de business analyst, cet aspect relationnel et stratégique qui m'a beaucoup plu et qui m'a finalement amené, je dirais, naturellement à travailler chez Capgemini en tant que business analyst à 100%. Alors, tu as précédé un petit peu ma question suivante. Tu viens de le dire à demi-mot. Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans ton métier d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui te motive, tu vois, au quotidien dans ton boulot? T'as raison, je l'ai dit un petit peu. Ce qui m'attire, au fond, c'est ce rôle stratégique qu'a le business analyst. Dans le sens où je vais pouvoir analyser les besoins et les transformer en solutions concrètes. Je suis dans ce processus, tu vois, de A à Z. Et aujourd'hui, ce qui me motive, c'est l'idée de pouvoir voir l'impact direct de mon travail sur la qualité des applications sur lesquelles je bosse et la satisfaction des utilisateurs. En sachant que chaque projet est différent, ce rôle, ça me permet de
finalement de relever des défis qui sont stimulants et diversifiés, mais qui permettent toujours au final d'apporter de la valeur et de la voir très concrètement, quoi. Ok. Tu as parlé de qualité. Alors, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est un business analyst, que fait un business analyst. Quand on échangeait précédemment, justement, je t'avais dit que pour moi, vu de l'extérieur, ça se confondait un petit peu avec le rôle de product owner, parce on avait une partie sur les spécifications, justement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, alors, avant de parler de la partie qualité, ce que c'est un business analyst? Que fait un business analyst? Alors, si je devais le décrire très vulgairement, je dirais que un business analyst, c'est comme un traducteur entre les métiers et la technique. Concrètement, mon travail consiste à comprendre les besoins des utilisateurs, puis à les formaliser sous forme de spécifications pour les équipes de développement. Les équipes de développement vont ensuite me remettre le travail qui aura été développé, et c'est à ce moment-là que nous allons vérifier que nos exigences ont bien été traduites correctement. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'interviennent en général les personnes en charge du test. Et donc je dirais qu'en ce sens, le business analyst doit donc maîtriser à la fois les enjeux métiers, mais également un petit peu quand même les contraintes techniques. Si tu veux, c'est comme un rôle pivot qui garantit que tous travaillent dans le même sens pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Là, je vais donner un exemple concret, un exemple sur lequel je travaille actuellement. On a subi l'été dernier une attaque massive de cyberattaque sur l'espace professionnel sur lequel on travaille. Okay. Le besoin qui nous a été communiqué, c'est de renforcer notre espace, notamment en termes de sécurité. Donc voilà que le besoin peut se limiter à ce genre de choses. Simplement un souhait, vous renforcer la sécurité de l'espace. Et c'est à ce moment-là que nous, en tant que business analyst, tu vas essayer d'abord d'analyser ce besoin, c'est-à-dire qu'on va essayer de rentrer en profondeur, d'essayer d'être un petit peu plus précis dans la demande, de creuser, d'essayer de voir quelle forme ça peut prendre, sur quel aspect on décide de travailler. Est-ce qu'on met en place un système de double authentification? Est-ce qu'on décide de solidifier les mots de passe? Est-ce qu'on décide de changer les identifiants? Enfin, ça peut prendre plusieurs formes différentes. Donc là, on va travailler avec le métier pour voir quels sont les besoins réels. Et une fois qu'on a analysé les besoins, qu'on sait dans quelle direction on peut partir, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va passer dans la phase de rédaction des spécifications. Et là, on va écrire très concrètement comment ça doit se passer. Si on met en place un système de double authentification, par exemple, voilà comment ça doit se dérouler. Voilà le processus que l'usager devra suivre pour pouvoir se connecter à son espace. Okay ? Donc, dans ces spécifications, on n'hésite pas à rentrer dans le détail à la fois fonctionnel, c'est-à-dire comment ça doit fonctionner, et technique, parce que derrière, il y a évidemment une gestion de base de données, d'informations sensibles, etc. qu'il faut maîtriser et mettre à jour. Et une fois que ces spécifications sont OK, qu'elles sont claires, eh bien, à ce moment-là, on va les communiquer aux développeurs. Et là, ce seront les développeurs qui vont pouvoir, mettre en place, développer, en fait, simplement toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on aura demandées. Une fois que c'est fait, ils nous le remettent. Alors évidemment, il y a des échanges dans tout ce processus. Chacun ne travaille pas en vase clos. On se pose des questions, on échange pour mesurer la faisabilité à la fois fonctionnelle et technique. Et à la fin, les développeurs nous remettent le travail. On vérifie que tout est OK. Là, les testeurs et testeuses interviennent sur le sujet. Et une fois que tout est OK, eh bien, ça part en prod, c'est-à-dire que concrètement, c'est mis à l'usage des utilisateurs, c'est mis en surface, quoi. Ok, très clair, très très clair. Écoute, merci pour cette réponse. Je pense que aujourd'hui, pour les personnes qui avaient un doute ou qui ne connaissaient pas le métier, je pense que c'est assez clair. T'as parlé d'un travail qui est fait avec d'autres parties prenantes, donc avec les développeurs, avec les testeurs. Si on se concentre sur la qualité, vu qu'ici on parle de qualité, en quoi un BA va contribuer directement à la qualité d'un logiciel? Dans la collaboration avec les testeurs, comment est-ce que le BA va contribuer à la qualité? Alors, le BA, je dirais qu'il va contribuer à la qualité dans le sens où il va s'assurer que les exigences
sont bien définis et compréhensibles pour les équipes techniques, ce qui réduira forcément les erreurs à venir. Dans mon quotidien, donc je l'ai expliqué, je collabore avec des testeurs pour m'assurer que les critères d'acceptation sont clairs et que les scénarios de test vont bien couvrir l'ensemble des besoins métiers. Tu vois, je travaille également donc avec les développeurs, comme j'ai dit, pour garantir que la faisabilité technique des exigences va être bonne. Il ne s'agirait pas de travailler dans le vide, d'écrire ce qui va se faire sans prendre en compte ne serait-ce que le point de vue des développeurs et puis que finalement ils nous disent que ça va pas marcher. Ok ? Et donc je dirais que c'est ce travail d'équipe qui va permettre en quelque sorte d'anticiper les problèmes avant qu'ils n'impactent le produit final, donc avant qu'ils n'impactent la qualité finale des applications. Okay. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Si, mais en fait, pour résumer, essentiellement, on est sur l'aspect communication, parce que plus toi, ton travail va être clair, plus les besoins seront clairement définis. Derrière, en fait, étant donné que on aura d'autres équipes, donc les développeurs, les testeurs, qui vont se servir de ce que tu vas leur fournir en termes de documents, meilleure sera derrière la traduction en test, par exemple, ou en code. C'est tout à fait ça. C'est très très clair. Et est-ce que tu as déjà été confronté non, je reformule ma question. Est-ce que tu as un exemple en tête ou une situation où justement ce travail en commun et surtout toi, ton travail en tant que BA a permis d'éviter des soucis de qualité sur un logiciel donné? Alors, je ne sais pas si ce sera vraiment lié à la qualité, mais j'ai un exemple marquant et d'ailleurs très récent. Ouais. Donc, je l'ai dit, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur des évolutions qui sont liées au renforcement de notre système de sécurité. Et quand on parle de ça, il est évident que cette transformation va non seulement impacter basiquement le fonctionnement de nos applications, mais également l'expérience utilisateur, parce que demain, les usagers devront procéder autrement que ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Mais il ne fallait pas oublier les processus de support. Et c'est finalement une analyse business approfondie qui nous a permis de comprendre que les implications de ces changements, ça concernait tous les acteurs, notamment, comme je disais, les équipes de support. Quand je dis équipe de support, je parle assistance aux usagers. Et donc, pour anticiper, j'ai envie de dire, les problèmes qui sont liés à la qualité, et donc éviter une surcharge de travail pour le support, on a décidé d'intégrer dans le package des évolutions, un plan de formation spécifique pour ces équipes d'assistance, et ceci dès les premières phases de développement. C'est une formation qui aura pour but de leur donner déjà basiquement une compréhension claire des nouvelles fonctionnalités, parce qu'ils ne travaillent pas avec nous. Eux, ils travaillent sur différents pôles qui n'ont rien à voir avec notre service. Et surtout, de leur permettre de répondre aux questions ou aux difficultés potentielles auxquelles les utilisateurs pourront faire face. Parce que quand un usager aura un problème, il ne va pas se retourner vers nous. Il ira directement vers l'assistance, tu vois. Et donc, je dirais que c'est grâce à cette approche que nous avons non seulement amélioré la qualité du déploiement en limitant les retours négatifs des utilisateurs, mais nous avons aussi permis aux équipes d'assistance d'être, je dirais, plus réactives et efficaces. En ce sens qu'on va réduire le risque de malentendus, comme je l'ai dit avec l'utilisateur. On va alléger la charge de travail en post-déploiement, parce que si on fait ça dès le départ, ce sera beaucoup plus simple que de l'expliquer au moment où l'assistance va nous appeler pour nous dire qu'ils comprennent rien. Et aussi, il faut dire que ça permet de renforcer un petit peu la confiance des usagers dans notre système. Oui. Okay, ce qui est important également. Tout à fait. Donc ça veut dire... Voilà. Vas-y. Non, c'était pour reprendre finalement la question basique. Ce genre de vision, tu vois, c'est en analysant les besoins sur toutes les surfaces qu'on peut éviter de gros problèmes. Si l'assistance n'avait pas été inclue, je dirais, dans l'ensemble de nos évolutions, ça nous aurait posé un gros problème de qualité, en ce sens que les évols auraient peut-être été fonctionnels, mais derrière, les usagers auraient été mécontents. Pour moi, c'est clairement un coup dur. Okay.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que pour le coup, ça rejoint, de manière hyper proche en fait le métier de testeur, parce que on garde en tête vraiment l'expérience utilisateur derrière, quoi. Il faut que tout se passe bien, et côté business analyst, vous êtes directement dans l'impact que ça va avoir sur le business en fait. Ce qui fait que vous allez devoir prévoir en amont comment ou quoi mettre en place pour éviter qu'on se retrouve avec des soucis si jamais on a des usagers qui rencontrent ça. En tout cas, comme exemple, je pense que c'est assez parlant. Et même si chaque équipe à son niveau, bien sûr, a sa responsabilité à son niveau, pour le coup, BA, c'est très parlant et c'est très concret, quoi. Ouais. D'accord. Très bien. Très, très clair. Tu considères que les qualités pour être un bon BA, tu considères qu'il faut avoir quoi comme qualité? Ou plutôt les principales qualités? Les principales. Voilà, il y a des qualités clés, évidemment, lorsqu'on veut devenir business analyst. Si je devais citer les principales, je commencerai par celle que tu as justement soulevée, c'est qu'il faut avoir une très bonne capacité d'écoute et de communication. Le business analyst, au tout départ, dès le début, il doit savoir écouter. Il doit savoir écouter pour comprendre les attentes et les enjeux des différentes parties prenantes. Okay. Des utilisateurs finaux jusqu'aux responsables métiers et aux développeurs, en passant parfois par des services tout à fait qui n'ont peut-être jamais été consultés jusqu'alors. Si je reprends l'exemple de la sécurité, on a dû rentrer évidemment en communication avec le service sécurité. On le fait pas tous les jours, mais comme là il s'agissait de ce type d'évolution, il fallait prendre en compte également leur point de vue, tu vois. Donc très bonne écoute basiquement. Ensuite une bonne communication, c'est crucial, parce que rappelons-nous que le business analyst il va reformuler les besoins, et il doit reformuler les besoins de manière claire et concise. Et ça permet également de dissiper les malentendus. Donc, un business analyst, ça doit savoir adapter son langage pour se faire comprendre de tous les métiers, que ce soit développeur, testeur ou autre. Ensuite, je dirais qu'il faut quand même avoir un esprit analytique et une capacité de synthèse. Le business analyst, il doit être capable de décomposer des besoins complexes en éléments qui vont être exploitables. Même parfois, pas forcément complexes, mais trop flous, comme renforcez-moi la sécurité de l'espace. Ok. Mais sous quelle forme, enfin tu vois. Et donc ça implique plusieurs choses. Je dirais que ça implique de pouvoir analyser des processus métiers, de discerner évidemment des priorités pour éviter de perdre du temps sur des exigences qui peuvent parfois être secondaires et de ne pas considérer les exigences principales. Une autre qualité que je donnerais, ce serait évidemment d'avoir le sens de la rigueur et l'attention aux détails. Alors ça reprend un petit peu ce que j'ai dit précédemment, mais la qualité d'un projet, finalement, ça va souvent dépendre de petits détails. Et donc, le business analyst, c'est quelqu'un qui doit être rigoureux pour vérifier que toutes les spécifications sont exactes, qu'elles sont complètes et cohérentes. C'est pas facile. Je vous le dis, c'est vraiment pas facile. Et surtout, il faut voir que les exigences couvrent bien tous les scénarios critiques des utilisateurs. Alors ça, c'est quelque chose qui doit te parler en tant que testeur, en tant que testeuse. Donc là, si on ne couvre pas tous les cas d'utilisation, ça se vérifie très rapidement dans les tests, et là, ça devient compliqué. Donc, je dirais que cette rigueur est essentielle pour à la fois minimiser les risques d'erreur et donc, du coup, de ne pas compromettre la qualité du logiciel ou des applications. Une qualité que je donnerais comme ça, c'est aussi en termes de résolution de problèmes. Okay. Les projets, ils vont pas toujours bien. Je pense que tout le monde le sait. Et quelquefois, on rencontre des obstacles qui sont imprévus. Et donc là, à ce moment-là, le business analyst, il doit savoir faire preuve de créativité et de pragmatisme pour trouver des solutions aux problèmes qui seront rencontrés. Ou parfois, peut-être même réajuster les exigences du besoin. Nous, ça nous arrive constamment en ce moment pour le renforcement de la sécurité. Donc ça, compétence en résolution de problèmes. Ça, c'est clair. Après, tu as des qualités, je dirais, générales que tu vas retrouver un petit peu dans chacun des postes, en termes de flexibilité et capacité d'adaptation. Je l'ai dit, ça va avec la résolution de problèmes. Le business analyst, il doit être quelqu'un qui doit être flexible, il doit être capable de s'adapter rapidement aux changements et revoir les priorités si nécessaire. Je
pense avoir fait le tour, hein. En résumé, je dirais que un business analyst qui serait efficace, selon moi, c'est quelqu'un qui serait à la fois analytique mais créatif, rigoureux, mais quand même avec une bonne dose de flexibilité, et avec un sens prononcé sur la communication et aussi l'anticipation. Voilà, c'est l'alliance de tout ça qui permet finalement de garantir un produit qualitatif au final, et qui viendra répondre aux besoins à la fois des utilisateurs, mais également des parties prenantes, hein, il ne faut pas l'oublier. L'utilisateur est important, mais quelquefois, on en vient même à faire des évolutions qui bénéficient grandement aux parties prenantes et qui, sur la forme, vont peut-être embêter les usagers, bien que ce soit essentiel pour eux. Si je prends le renforcement de la sécurité, évidemment, les processus seront plus complexes pour l'usager. Bien sûr. Ça l'embête, mais derrière, c'est une meilleure protection de ses données sensibles, par exemple, tu vois. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, tu as dit analytique mais créatif. Toi, personnellement, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de créatif ? Oui. Enfin, sans prétention. Sans prétention. Mais non, mais il n'y a pas de prétention du tout. Ok. Dans ta vie de tous les jours, tu es quelqu'un de créatif, déjà de base ? Je pense qu'on est tous un petit peu créatifs. Dans ma vie de tous les jours, alors j'ai pas besoin de faire preuve de beaucoup de créativité. Je dirais que je suis plus analytique que créatif, mais je sais être créatif quand il le faut. Nos évolutions, je reprends toujours le même exemple parce que celui-ci est vraiment marquant parce qu'on partait de rien. Pour le renforcement de la sécurité, on s'est rendu compte que l'espace, que les applications sur lesquelles on bosse sont cruellement en fait de sécurité. Et je me suis rendu compte que dans ces évolutions, eh bien, je faisais preuve de beaucoup de créativité. Je me suis mis à inventer des choses, des parcours, et j'ai été moi-même étonné de ce que je pouvais proposer. Tu vois, pour donner un exemple, mais sans essayer de trop me perdre dans les détails, pour mettre en place un système de double authentification, donc c'est-à-dire qu'on va rentrer un identifiant, un mot de passe, et ensuite on recevra un code de sécurité sur un autre outil de contact, que ce soit un portable ou par mail, hein, on connaît tous ce genre de choses, les plus grandes entreprises le font. Eh bien, il faut basiquement avoir les données de contact. Et il faut avoir des données de contact fiables pour pouvoir ensuite les proposer aux usagers. Oui. Eh bien, on avait une grosse difficulté qui était de savoir comment on allait fiabiliser ces données, étant donné que jusqu'alors, on ne les avait pas fiabilisées. Ok. Et donc, notre seul moyen de le faire, en tout cas, j'ai proposé une solution pour pouvoir à la fois obtenir les données et communiquer, in fine, un nouvel identifiant qu'il a fallu mettre en place, que l'usager devra utiliser à la place de son adresse électronique, qui en vérité est très peu sécurisée. Bon, je ne vais pas me perdre dans les détails, tout ça pour dire que finalement, j'ai réussi à proposer une nouvelle solution qui répondait à une difficulté qui était majeure, et tout en faisant preuve, eh bien, en vérité, de créativité, tu vois. Okay. Et donc, c'est en ce sens-là que j'ai réussi à jumeler l'analyse et la créativité pour répondre aux besoins. Donc, je dirais que analytique, ça tout le temps, et faire preuve de créativité de temps en temps quand c'est nécessaire. D'accord. Et d'un point de vue perso ? Alors, je me pose la question, est-ce que... Je n'ai pas l'impression de faire... Je ne fais pas d'activité dans laquelle il faudrait faire preuve de créativité. Non, j'ai pas d'exemple concret dans ma vie personnelle. J'arriverai pas à trouver d'illustration comme ça. Ok, bon. Et toi, comment tu as mesuré ta créativité ? Honnêtement, par l'envie de créer des petits trucs tout le temps, à gauche, à droite, entre créer un blog, créer le podcast. C'est ce genre de petites choses qui ont fini par me convaincre que bon, oui, j'avais peut-être un besoin quelque part d'exprimer quelque chose à travers la créativité. Mais bon, après ça, c'est juste un détail. Ah, c'est un bel exemple. Merci. Ok, alors, des recommandations pour quelqu'un qui voudrait se tourner vers le rôle de business analyst. Alors, si tu pouvais nous indiquer la distinction entre quelqu'un qui bosse déjà dans la tech et qui a un métier de testeur, vu qu'on a pas mal de testeurs qui écoutent ce podcast,
Un testeur aujourd'hui qui voudrait devenir BA, comment est-ce qu'il faudrait qu'il s'y prenne, même si on sait que souvent c'est les opportunités qui font les choses. Et quelqu'un qui n'est pas du tout du métier, qui n'a jamais travaillé en gestion de projet informatique et qui a envie de se tourner vers le rôle de business analyst, par exemple quelqu'un qui sort d'école, quelles recommandations tu leur ferais? Je dirais que déjà, pour une personne qui n'a jamais eu d'expérience ni dans l'informatique, ni dans la gestion de projet, eh bien, il faudra dès le départ acquérir des compétences sur ces domaines-là. Donc, c'est-à-dire en gestion de projet, en analyse et dans l'informatique. Parce qu'on l'a dit, hein, le rôle de business analyst, il implique une compréhension fine de tout ce qui va être processus métier et il faut une capacité, je dirais, à structurer des exigences de manière claire, exploitable pour des équipes qui vont être au final techniques. Hein. Donc si les personnes viennent d'un autre domaine, eh bien il faudra se former. Il faudra se former, comme je l'ai dit, sur les méthodologies de gestion de projet. Hein. Aujourd'hui, elles sont bien connues, on sait où aller. On va retrouver des méthodologies comme Agile, Scrum ou alors Waterfall, hein, cycle en V. Il faut également acquérir des bases solides en analyse fonctionnelle. Donc là, ça va être déjà un petit peu plus compliqué en formation. Je sais qu'il en existe, il doit exister des écoles. Il faut pas hésiter à rechercher sur Internet. Et il y a également de nombreux MOOC. Hein. Donc MOOC, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des formations en ligne ou encore il y a des certifications comme celle de l'IBA. Donc c'est l'International Institute of Business Analysis, hein, vous me pardonnerez pour l'accent. Et donc tout ceci, ça peut être un bon point de départ, je dirais, pour quelqu'un qui ne s'y connaît vraiment pas. Voilà. Ensuite, pour quelqu'un qui est dans le test, donc un testeur qui voudrait s'orienter vers des missions de business analyst, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut utiliser l'expérience du testeur hein, à son avantage. On en a discuté à travers les exemples, finalement, on travaille de manière très croisée. Et donc, je dirais que pour un testeur, la transition vers le rôle de business analyst, déjà, pour moi, je considère que c'est un atout majeur. Car finalement, les compétences que le testeur a acquis, notamment en matière de validation, de compréhension des exigences, l'identification des risques, ce sont des éléments qui sont cruciaux pour un business analyst, hein, ça c'est clair. Et donc, un testeur... moi, je le vois dans mon équipe très clairement. Un testeur, il a souvent une bonne capacité à déceler des incohérences, dans les spécifications notamment. Et ça peut faire la différence en tant que business analyst. Okay et donc, je dirais que déjà ça peut être intéressant. En fait, il peut être intéressant d'orienter, je dirais, cette expertise vers tout ce qui va être la collecte des besoins, la définition des critères d'acceptation, ou même l'amélioration continue des processus. Tout ça, ce sont des thèmes que le business analyst peut aborder. Et donc là, il s'agit aussi de comprendre la dimension stratégique de la collecte des besoins, pas seulement leur validation en tant que testeur. Et c'est là où peut-être il va y avoir je dirais pas une difficulté, mais un challenge, c'est que le testeur qui voudra se convertir en business analyst, cette fois-ci ne devra pas simplement se limiter à la validation des éléments, comme ça a pu être le cas dans sa fonction, mais bien s'aventurer sur une dimension autre, qui sera par exemple la collecte des besoins et sa description détaillée. Voilà. C'est peut-être là où il va y avoir un petit peu de nouveauté, un petit peu de challenge. C'est comme ça que je vois disons les éléments sur lesquels un testeur devra travailler s'il veut se convertir dans un poste BA. Ok. Très clair. Alors bon, je suis pas tout à fait d'accord avec toi pour la dimension stratégique, parce que c'est quelque chose qu'on est censé avoir en tête également. Mais peut-être faudra peut-être le faire de manière plus poussée, plus approfondie. Quand tu construis ta stratégie de test, justement, tu construis une stratégie de test. T'as cet élément-là en tête en tout cas. Mais clairement, si on a une distinction entre business analyst et testeur, c'est que voilà, il y a une finalité différente et les entrants nécessairement sont pas du tout les mêmes. D'accord, ok. Très bien.
Comment tu vois évoluer ton métier dans les 5 prochaines années, notamment avec l'intelligence artificielle dont on n'arrête pas de parler depuis 3 ans. Comment tu le vois évoluer par la suite? Alors, l'évolution d'une manière générale ou uniquement basée sur l'intelligence artificielle? L'évolution d'une manière générale, IA comprise. IA comprise. Bon, ça dépend évidemment de la méthodologie de développement, la gestion dans le projet. J'ai remarqué donc évidemment que les projets sont de plus en plus agiles, hein. La gestion du projet est de plus en plus souple, et donc je dirais que le rôle du business analyst, il a évolué en ce sens, il a évolué plutôt dans le sens où le business analyst maintenant il est plus intégré. On part sur quelque chose de beaucoup plus flexible et plus orienté vers la collaboration continue. Pour donner un contre-exemple, si on travaille en waterfall ou en cycle en V, comme c'est le cas dans beaucoup de projets, eh bien le business analyst ne va intervenir qu'au départ. Il va rédiger ses specs, analyser les besoins, rédiger les specs, et puis ensuite il va disparaître et il réapparaîtra uniquement au moment où il faudra accompagner les testeurs ou lui-même faire les tests. Sauf qu'aujourd'hui, notamment dans une gestion de projet agile, c'est pas le cas. Il intervient à plusieurs éléments. Plus seulement donc en amont du projet, comme je le disais, mais il reste impliqué à chaque itération, si on parle dans un langage agile. Et c'est pas plus mal, parce que c'est ce qui va lui permettre de réajuster les exigences en fonction des retours réguliers des parties prenantes. Et en plus de ça, ça va évidemment renforcer le lien avec les équipes de développement, parce qu'ils vont travailler côte à côte. Et les équipes de test également, puisque il faut bien comprendre que le test, c'est pareil, il n'intervient pas qu'à la fin. Dès le départ, il travaille avec le business analyst pour comprendre les besoins et les traduire sous forme de cahier de test ou autre. Donc il y a vraiment cette collaboration, tu vois, c'est comme une équipe de 3 personnes, tu vois, le business analyst, le développeur, le testeur qui bossent ensemble. Okay. Donc en termes de méthodologie gestion de projet, je dirais que le rôle de business analyst est beaucoup plus stratégique en ce sens qu'il va intervenir de manière plus régulière sur le projet et en collaboration constante avec les parties prenantes. Il a maintenant ce rôle de facilitateur, j'ai envie de dire. Et donc forcément, il faut avoir des nouvelles compétences, je l'ai dit, pour y répondre. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est évidemment un sujet majeur qui impacte tous les métiers, y compris les nôtres, que ce soit d'ailleurs au niveau du test ou au niveau business analyst. Chez mon client, nous sommes en train d'implémenter sur certains projets l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc au niveau du test, comme je disais, au niveau du métier de business analyst. L'IA, elle a la capacité de pouvoir rédiger une spécification, très concrètement une spécification fonctionnelle détaillée. Elle peut même améliorer le contenu si jamais c'est nous qui le rédigeons. Et en fonction évidemment de son niveau d'utilisation, il pourrait même demain entrevoir, comprendre le besoin et proposer des solutions tout à fait réalisables et même en rédiger le contenu. Ça, c'est tout à fait faisable aujourd'hui avec une utilisation optimale de l'intelligence artificielle. Il n'en reste pas moins que notre rôle, au minimum, sera toujours de superviser le travail qui est fait, car elle aura beau proposer des contenus certes très poussés, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils seront totalement opérationnels, et il peut y avoir en effet quelques erreurs jusqu'à présent. Donc il y aura toujours, j'ai envie de dire, ce petit rôle de supervision, de contrôle à effectuer sur l'intelligence artificielle. Et puis basiquement, alors bien que l'IA va se baser sur un grand nombre de connaissances, de compréhension, de limites, de contexte, du périmètre de travail, eh bien, peut-être que, en tout cas au départ, il faudra toujours implémenter, l'informer du contexte dans lequel on travaille, des limites à ne pas dépasser, du périmètre, enfin lui fournir un certain nombre d'informations de telle sorte à ce qu'elle puisse produire un rendu qui corresponde peut-être même parfois à certaines valeurs de l'entreprise dans laquelle on travaille. Okay ? Donc ça, je sais qu'il faudra peut-être le faire au départ, peut-être que l'IA ensuite trouvera lui-même ce genre d'informations. Mais ce qui est sûr, c'est que le métier de business analyst va peut-être être moins tourné, je dirais, vers la rédaction pure et dure de certaines spécifications et va peut-être plus s'orienter vers des activités
d'accompagnement et de contrôle sur l'IA. En fait, si tu veux, l'IA devrait être utilisée comme un soutien à la production et non pas produire. Je pense que là se situe la limite. C'est dès lors qu'on lui fait 100% confiance qu'on la laisse tout faire. Non, je pense qu'il faut travailler et de temps en temps, pourquoi pas être supporté par l'IA. Lui poser quelques questions, lui demander des avis. Mais il ne faut pas renverser, j'ai envie de dire, la balance où ce serait l'IA qui travaillerait pour toi et toi qui apporterais les informations pour l'aider à bosser. Je pense que c'est là où va se situer en quelque sorte la limite, mais je pense que c'est une limite peut-être commune à d'autres fonctions. Hein. Oui, je suis d'accord. C'est de toute façon, on n'y est pas. Hein, le remplacement de nos métiers, le remplacement de l'humain par l'intelligence artificielle, ça, je pense que tout le monde a compris maintenant que ça va prendre un petit peu de temps. Mais en attendant, on peut commencer à s'en servir pour devenir des professionnels augmentés, quoi. Voilà. C'est ça. Ok. D'accord. Très bien. Donc c'est ta vision de la chose. T'as pas une vision différente. J'ai pas une vision différente. Alors après, peut-être qu'elle va évoluer. Hein. Moi, je pense comme pas mal de personnes, je travaille un petit peu avec l'IA. Forcément, j'essaye un petit peu de voir comment ça fonctionne. C'est vachement poussé, c'est costaud. Mais je dirais que voilà, la limite, comme je l'ai dit, elle se situe là. C'est que l'IA doit nous accompagner dans la réalisation de nos travaux. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille qu'on lui donne à 100% le travail sans même, tu vois, au final contrôler ce qui a été fait. Ça, pour moi, ce n'est pas la chose à faire. En tout cas, pas pour l'instant. Je ne sais pas comment sera l'avenir. Hein. Peut-être que ça changera, mais en tout cas, pour l'instant, je conserverai une part de supervision, en fait, comme je l'ai dit, de supervision sur les résultats. Ok. Et si jamais un jour on devait arriver au stade où on est dépassé par tout ça, tu penses que ça arriverait dans combien de temps ? Dans moins de temps qu'on ne le pense. Quand je vois la manière dont les outils se performent, je pense qu'il y aura des sujets dans même pas 50 ans. Et encore. Même pas 50 ans, je trouve que c'est très large, 50 ans. Ouais, on aura le temps de mourir d'ici là. Hein. Ouais, non, c'est large. Je pense que même dans 10 ans, on aura déjà affaire à des sujets qui seront complexes parce qu'elle va, tu vois, elle aura elle-même, elle aura les capacités de s'auto-développer, de s'améliorer. Et donc, forcément, le monde peut-être même le monde de l'entreprise, les métiers vont devoir évoluer en ce sens-là. Tu vois. Et oui, il se pose la question, j'ai pas la réponse, mais il se pose la question de savoir demain, est-ce que le poste de business analyst sera aussi large? Est-ce qu'il ne faudra pas reconvertir le poste ou même en changer les activités? Bien sûr, parce qu'il faut pas être aveugle non plus. Si demain une IA te fait le travail de 3 business analysts en une journée, tandis que nous l'aurions peut-être fait en 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a de belles valeurs qui ressortent. Est-ce qu'on est dans le 100% productivité ou est-ce qu'on met des limites et en quelque sorte on conserve la dynamique humaine? Je laisse les entreprises répondre à ce genre de... Non, honnêtement, on peut avoir peur, hein, mais je reprends toujours l'exemple de Michel Seban que j'avais interviewé dans le 2e épisode du podcast, qui faisait un parallèle avec l'industrie et puis l'arrivée des robots sur les chaînes de montage, qui disait voilà, c'est arrivé à un moment donné, on a cru que ça allait remplacer les hommes ad vitam aeternam et que ça allait être l'hécatombe, plus de boulot. Et en fait, ça a juste créé d'autres métiers quelque part. Alors oui, effectivement, ça va être un gros bouleversement, mais ça resterait de la destruction créatrice, quoi. Donc, ouais, c'est une théorie. C'est une théorie, en effet. C'est ça. On verra quand on y sera. Ok. Julien, on est sur la fin du podcast. Est-ce que tu as une question pour moi? Ouais, j'ai une question. Alors, t'étais pas obligé, hein. Tu m'avais l'air un peu trop enthousiaste, je trouve. Hein. J'ai une question qui est pourtant en tant que testeur, justement, selon toi. Quelle est l'importance du rôle du business analyst dans le succès d'un projet? Et surtout, ce que je voudrais savoir, c'est quelles seraient selon toi les meilleures pratiques
pour collaborer efficacement entre le business analyst et le testeur? Alors, je vais te répondre vis-à-vis du business analyst, mais je pense vis-à-vis de tous les métiers. Tous les métiers avec qui le testeur ou la testeuse travaille. Communication, et en fait, c'est tout à fait possible, je pense, testeur et BA, de faire un travail super puissant, parce que à nous deux on peut avoir des super pouvoirs, tu vois. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Dans la clarté des informations, justement, je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, la clarté des informations qui seront transmises aux autres parties prenantes. On a notre rôle à jouer là-dedans. Bien que sûr. ce soit en amont, donc plutôt côté BA, ou en aval, côté qualité, une fois qu'on aura vu, qu'on aura testé, qu'on aura mis en place et qu'on aura testé, y a une belle valeur ajoutée à amener. Et en communiquant efficacement ensemble, en fait, on arrive à avoir quelque chose de bout en bout qui va servir à tout le monde. Pareil, si on revient sur la gestion des risques, quelque chose qui va être évalué côté BA en amont, quelque chose qui va être constaté côté test en aval. Pareil, on communique là-dessus ensemble et ça sert à tout le monde, tu vois. Ouais. Donc voilà, je pense que en remettant la communication au sein de tout ça et en travaillant vraiment ensemble, tu vois, conjointement, on peut faire des belles choses, quoi, des beaux produits. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah écoute, merci, je partage le point de vue. Avec plaisir. Ok, bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Écoute, je pense que oui, on est sur la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour 2025, parce que on est sur la fin de l'année. Des projets, une ambition spécifique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, déjà là, on va dire pour le court terme qu'on arrive à sortir nos belles évolutions pour renforcer la sécurité. Et puis je dirais non, on va travailler sur des aspects sur des évolutions majeures l'année prochaine, liées à d'autres environnements, l'accessibilité et pourquoi pas l'intégration de l'IA à voir. Donc j'espère qu'on arrivera à travailler tous en cohésion et le mieux possible pour faire avancer le projet sur lequel je travaille. Ok, bah super. Et écoute, toi c'est tout ce que... Et toi, du coup? Normalement, c'était une question. Non, écoute, on verra. On verra pour l'année prochaine où on en est, mais simplement continuer sur la lancée de 2024 et continuer à progresser, continuer à apprendre, c'est le plus important. L'objectif premier, continuer à apprendre. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Julien, pour ton temps, pour tes réponses. Et puis, j'espère que les personnes qui auront écouté cet épisode jusqu'au bout ressortiront de là avec des idées plus claires. Ah bah, je t'en prie. Merci à toi pour l'interview. Avec plaisir. Et puis, à plus tard. À plus. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.